Alors c'est la magie du direct, hein, vous le savez, on est en plein direct à Canal et d'ailleurs c'est pour ça que vous nous regardez parce que vous savez qu'on est authentique, pas à rien qu'il faut là, toute vitesse, c'est vrai. Alors on retourne aux États-Unis avec notre correspondance qui est en train de nous expliquer par rapport aux initiatives mises en place par les entrepreneurs américains. Oui, oui, tout à fait, Sabine. Donc, pour les petites et moyennes entreprises et puis pour les indépendants également, ils ont mis en place une ligne de crédit. Et cette ligne de crédit, elle passe par les banques. C'est ce qu'ils appellent ici le prêt PPP, c'est le programme de protection de salaire. Alors, c'est un prêt qui est garanti à 100% par le gouvernement américain et qui peut être annulé si les emprunteurs et les entrepreneurs maintiennent ou arrivent à rétablir leur masse salariale. Est-ce que c'est à peu près pareil que le système de prêt qui a été mis en France pour nous, pour les entreprises? Bon, il y a une légère différence parce qu'ici, ce programme de prêt, il a posé certains problèmes. Tout d'abord, le fait que la banque soit l'intermédiaire. La plupart des petites et moyennes entreprises ici, ils n'ont pas réelles relations bancaires. En réalité. Et aux États-Unis, les banques entrent en général en contact avec des gens avec lesquels ils ont une relation privilégiée, ce qui a pénalisé beaucoup de gens ici. Il y a aussi un manque de traçabilité aussi entre les banques parce qu'aux États-Unis, on peut prendre des crédits dans plusieurs banques sans que les banques soient informées. Donc il y a ça aussi. En réalité aussi, cette aide, elle a créé beaucoup de stress chez les entrepreneurs parce qu'il y a certains qui surveillent tous les jours les intérêts de ce prêt qui est en train de s'accumuler sans savoir quand exactement le gouvernement les dispensera de rembourser cette dette. Et puis il y a d'autres qui ont décidé carrément de même pas utiliser l'argent de ce prêt PPP juste au cas où il ne serait pas annulé. Il y a aussi une seconde chose, c'est la manière dont cette aide elle a été dispatchée. Parce que dernièrement, j'ai vu dans le Wall Street Journal, il y a l'inspecteur général donc des PME qui a déclaré qu'il y avait des dizaines de milliers d'entreprises qui avaient reçu des prêts et qui semblaient ne pas être éligibles. Et il y a eu une inégalité même raciale dans la répartition de cette aide. Quand je dis ça, c'est qu'on s'est rendu compte que les entreprises qui appartenaient aux minorités, notamment les Noirs et les Hispaniques, ils étaient nombreux à demander cette aide, mais qu'ils ont eu plus de difficultés à accéder aux capitaux que les entrepreneurs blancs. Bref, cette mesure de financement, elle a été adoptée en mars, elle expire, et il y a des millions de petites entreprises qui font face à des problèmes de trésorerie et qui ont déjà mis la clé sous la porte sur le site internet Yelp, qui est un site internet américain qui référencie les commerces. On a vu qu'à la fin du mois d'août, il y avait déjà plus de 100 000 business qui avaient indiqué qu'ils avaient fermé de manière permanente. Donc tout le monde ici, aux États-Unis, attend de voir s'il y a des nouvelles mesures de financement. Mais étant donné qu'aux États-Unis, on est actuellement dans une transition qui est assez difficile, les nouveaux élus devront reprendre les négociations pour que, malgré un congrès divisé, avoir un accord rapide sur de nouveaux financements pour ces PME. D'accord, Bobin, merci. Et du coup, tout ça, ça nous emmène à notre question principale. Quel impact cette élection elle va avoir sur la région Caraïbes, puisqu'on sait que notre région, géographiquement, c'est une grande zone d'échange américaine. Donc, comment ça va se passer ? Bon, il faut savoir déjà qu'avant les élections, que le gouvernement, donc l'administration Trump, a prolongé une loi qui s'appelle CBTPA. C'est une loi sur le partenariat commercial du bassin des Caraïbes. Elle l'a prolongée jusqu'en 2030. Cette loi, c'est quoi ? Cette loi, elle offre des avantages économiques pour les États-Unis et les pays de la Caraïbe qui sont éligibles. C'est des avantages commerciaux, fiscaux, sur l'import-export de biens et sur la franchise de produits. Cette législation, elle permet en réalité aux pays éligibles de la Caraïbe de concurrencer la Chine et d'autres fournisseurs asiatiques. Je vais juste faire une petite parenthèse géopolitique pour dire que ces dernières années, la Chine, elle a offert de nombreux prêts et une expertise à de nombreux pays de la Caraïbe pour construire et des nouvelles routes. Elle a fait des dons d'équipements de sécurité à des forces militaires et policières. Elle a construit des réseaux de centres culturels. Elle a expédié des kits de tests pendant la période de Covid et des masques et des ventilateurs et tout ça. Et du coup,
on voit bien que la Chine, elle essaye d'étendre son influence dans la région Caraïbe. Du coup, ça inquiète Washington. Et du coup, je pense que Washington va se riposter parce que la région en fait Caraïbes, elle a une importance stratégique en tant déjà que plaque tournante pour la logistique, les banques, le commerce. Mais selon les analystes, elle pourrait avoir même une grande valeur en matière de sécurité dans un conflit militaire en raison de sa proximité avec les États-Unis. Donc aujourd'hui, la Chine, elle a compris intuitivement l'importance stratégique de se reposer sur les Caraïbes. Elle a inclus une dizaine de pays de la Caraïbe dans un projet titanesque qui s'appelle la route de la soie. Deuxièmement, les États-Unis, ça reste quand même le foyer de la plus grande diaspora caraïbéenne et donc la principale source de transfert de fonds vers la région. Et puis j'ai vu après que les Caraïbéens sont beaucoup intéressés aux élections grâce à Kamala Harris, qui est donc vice-présidente d'origine jamaïcaine et indienne. Donc tout ça combiné, ça fait que je pense qu'il y aura un impact sur la région Caraïbe. Il faut juste voir maintenant à quel degré et comment la nouvelle équipe va inclure la région Caraïbe dans sa politique étrangère. D'accord, eh bien merci beaucoup pour ce point d'information, ça va être très intéressant tout ça, on fera un suivi quand même de temps en temps avec vous pour pouvoir savoir, puisque nous de toute façon on est forcément impactés, sachant que les Antilles, Guadeloupe et Martinique ont rejoint maintenant la CARICOM, même si on est en pays invité parce que nous sommes français, nous ne sommes pas indépendants, mais ça a quand même un impact pour les différents échanges qui ont été signés et par la région Guadeloupe et par la région Martinique. Merci beaucoup Raïssa Girondin. Merci beaucoup, Sabine. À une prochaine fois, au revoir. Alors voilà un point économique que nous avons fait avec les États-Unis. On va suivre un petit peu tout ça, ça va être très intéressant parce que n'oubliez pas qu'il y a pas mal de choses, on a déjà parlé de ça ici en émission, qui ont été mis en place, que ce soit pour nos jeunes, pour qu'ils aillent faire leur formation. Vous savez qu'il y a de plus en plus de pays à côté qui nous proposent des formations, que ce soit pour le tourisme, pour le médical, donc pas mal de choses à voir à l'avenir. Ça peut être peut-être, pourquoi pas, des éléments à prendre en compte pour sortir de cette crise. Et justement, en parlant de sortir de la crise, aujourd'hui, on a deux invités que nous allons vous présenter en plateau, qui sont monsieur Thierry Plumin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous laisse vous présenter. D'accord, alors Thierry Plumin, je suis directeur du CFA agricole, qui se trouve au sein du lycée agricole, dans un ensemble qu'on appelle l'établissement public local, qui regroupe le lycée agricole, le centre de formation d'apprentis et deux centres de formation pour adultes, ainsi qu'une exploitation agricole. Alors allez-y, comme on a été coupé, expliquez-nous ce que vous faites. Comme ça, voilà, alors donc nous formons des jeunes dans le domaine de l'apprentissage, donc tout ce qui est formation agricole, à savoir de la production, sur un CAP agriculture des régions chaudes, mais également un bac pro conduite et gestion de l'entreprise agricole. Donc ce sont des formations sur 2 ans. Dans le domaine de l'espace vert, nous avons le CAP jardinier du paysage, ainsi qu'un bac pro aménagement paysager. Et puis tout ce qui est service à la personne, nous proposons un CAP, service à la personne en vente et en milieu rural, et un bac pro, service à la personne sur le territoire. À côté de cela, nous avons aussi des formations en agro-transformation, un BPA, et nous pouvons mettre en place pour des blocs de compétences diverses formations liées donc au secteur agricole. Alors vous avez un slogan qui me plaît beaucoup, donc 50 emplois en lien avec le monde agricole au CFAA de Guadeloupe, disponible en alternance. Alors qu'est-ce que c'est ça ? C'est-à-dire que vous savez, il ne faut pas voir directement le monde agricole sur la partie produire. Il y a produire, il y a transformer, il y a transporter. Vous avez aussi tout ce qui est métier qui va tourner autour, l'accueil. La partie également, vous avez des formations en termes de comptabilité qui sont tournées vers le secteur agricole, la commercialisation également. Et tout cela fait une série de métiers que vous pouvez mettre en place sur le territoire avec des diplômes qui sont des diplômes nationaux. Ça veut dire que les jeunes que nous formons peuvent aller travailler ensuite sur l'Hexagone ou en Europe. D'accord. Vous faites quoi comme autre formation ? Je vois que vous faites des bacs, CAP, licence pro, comme vous avez dit, agriculture et développement durable. Voilà, alors la licence pro, c'est une formation post-BTS qui va permettre à un jeune qui est donc entré chez nous de se diriger vers une analyse des systèmes d'exploitation, une analyse de l'environnement.
de façon à pouvoir conseiller des agriculteurs, conseiller des groupements, puisqu'il peut travailler au sein de groupements, pour voir quelles seraient les meilleures orientations. On voit bien, par exemple, qu'avec la situation Covid, il a fallu que les agriculteurs s'adaptent en termes de commercialisation de leurs produits. Et donc, vous avez vu apparaître des paniers, des agencements différents, avec parfois, pour certains, de la transformation dans le panier, des produits aussi qui se tournent beaucoup plus vers tout ce qui est agroécologique, moins de traitement, moins de pesticides, une autre agriculture. Et donc, on voit bien que tout cela, il faut analyser tous ces paramètres de façon à ce que l'agriculteur puisse faire les meilleurs choix en termes de perspective, en termes de projection. L'autre exemple, ça serait la canne. Nous produisons beaucoup de canne à sucre, mais il faut savoir qu'il y a eu la réforme de l'OMC au niveau du sucre. Donc ça veut dire qu'il nous faut nous réinventer parce que c'est un produit qui ne sera plus subventionné. C'est quoi cette réforme ? C'est une réforme qui fait que nous avions une facilité tarifaire, je veux dire, vous voyez, qui ne va plus exister puisque tout le monde va être au même niveau. Nous produisons du sucre, mais nous ne sommes pas du tout compétitifs à côté de pays comme Saint-Domingue ou le Brésil. Donc notre produit arrive sur le marché et il doit se battre. Et il est donc au niveau prix beaucoup plus cher. Par contre, il faut aller vers d'autres types de produits, ce qu'on appelle des sucres spéciaux. Il y a d'autres produits que nous pouvons faire à partir de la canne qui va nous permettre d'avoir des niches et de pouvoir produire et à ce moment-là alimenter les différents commerces avec des produits spécifiques Guadeloupe. Donc nos pays arrivent sur le marché européen. Nous arrivons, mais il faut savoir que nous arrivons aussi avec, pas seulement sur le sucre, vous avez d'autres produits comme ça, avec une législation sur des aides qui fait que ça change. Voilà. Et donc, vous avez une forme de protection, mais qui s'effondre. Donc nous ne sommes pas européens aux yeux de l'Europe. On est au même niveau que les autres pays. Vous savez, c'est toute la difficulté, elle est sur le principe. Alors, ça va gêner un certain nombre de personnes, mais un des grands principes de l'Europe, c'est libre circulation des biens et des personnes, qui doit s'appliquer partout. Oui. Donc, si nous sommes sur un territoire européen, ça s'applique aussi. Mais voilà, cette application de fait. Mais avec toutes les problématiques que nous avons, qui ne sont pas les mêmes que certaines régions de France. D'accord. Alors, vous avez mis en place une organisation des formations Covid ? Alors, oui, nous avons, c'est-à-dire que si je vous parle sur tout ce qui est, par exemple, formation à la personne, nous sommes en train de travailler, nous allons finaliser sur des formations qui seraient à destination de personnes qui pourraient être dans leurs entreprises des référents sur la situation Covid, à savoir mettre en place dans l'entreprise la mise en place des mesures, la mise en place d'un certain nombre de protocoles, vous savez, des formations. La loi demande justement à ce que dans chaque entreprise, il y ait ce type de personnes formées de façon à pouvoir mettre en place tous les protocoles pour protéger les salariés et les usagers qui vont fréquenter la structure. D'accord. Les différents métiers, Bac Pro, CGEA, c'est quoi ça ? Alors, Bac Pro, CGEA, c'est un Bac Pro conduite et gestion de l'entreprise agricole qui va donc permettre aux jeunes de s'installer, mais surtout de pouvoir avoir droit aux aides, notamment une subvention qui va être octroyé par l'État, mais où il y a un certain nombre de mesures, il vous est demandé notamment de montrer que vous avez la compétence. Et il faut donc passer par ce type de diplôme qui est soit le Bac Pro conduite et gestion de l'entreprise agricole, soit un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, qui va lui permettre donc d'avoir toutes les compétences techniques, économiques, administratives, de façon à pouvoir gérer une exploitation. Nous avons dans ce type de formation beaucoup de jeunes qui sont issus du milieu, donc qui vont reprendre l'exploitation familiale dans le cadre de la réforme foncière ou alors en lien direct. D'accord. Le Bac Pro SAP Vert, qu'est-ce que c'est ? Alors le Bac Pro SAPAT, c'est le CAP SAP Vert. D'accord. Voilà. Donc le CAP SAP Vert, ça permet à des personnes de pouvoir travailler dans des structures liées à la vente et à l'accueil. Donc ça peut être un petit commerce genre 8 à 8, excusez-moi de citer une référence, voilà. Mais également dans les crèches. Également possibilité de travailler dans toute structure qui travaille dans le monde rural, sur de l'accueil, sur de l'accompagnement personne, dans un EHPAD par exemple, dans une association d'insertion, c'est également possible. Et le Bac Pro service à la personne, vous êtes dans une poursuite de cursus, d'ailleurs souvent les jeunes qui ont fait le CAP chez nous vont poursuivre dans le Bac Pro, et là vont plus être dans un rôle de manager d'organisation, toujours sur tout ce qui est service à la personne. Ils peuvent travailler en mairie. Nous avons des jeunes qui sont passés par chez nous, qui travaillent maintenant à la mairie de Petit-Bourg ou à la mairie de Bémao, qui est un gros partenaire en termes d'apprentissage. Et dans des restaurants, sur le service à la personne, nous avons une jeune qui est sortie d'un CAP il y a à peu près 6-7 ans et qui a été embauchée par son employeur
par son maître d'apprentissage et qui maintenant est tutrice. C'est-à-dire qu'elle encadre une apprentie maintenant. Ça, c'est bien. Donc, vous voyez, il y a cette insertion et les professionnels, de toute façon, l'apprentissage est fait pour cela. Je sens un besoin dans mon entreprise, plutôt que de faire un entretien, d'embaucher, puis peut-être d'avoir une déception, je passe par la partie formation. Donc, la personne va être formée à mon entreprise, tout en ayant une compétence référencée avec un diplôme. Et à ce moment-là, à la fin de son cursus, je garde cette personne qui, de toute façon, va continuer tout naturellement, puisqu'elle est déjà dans le métier, elle est déjà dans l'entreprise. D'accord. Alors, le monde agricole, ça ne concerne pas que tout ce qui est végétaux, ça concerne aussi poulet, cochon, tout ce qui est élevage. Oui, tout à fait. Pourquoi on n'a pas plus notre nourriture élevée chez nous? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous savez, il y a, qu'on le veuille ou non, il y a au niveau de l'importation, par exemple, je vais vous citer un exemple, au niveau des producteurs de volailles, et notamment des œufs, ils ont beaucoup souffert par rapport à l'importation. Il y a des coûts de production et assez bizarrement, certains produits vont revenir à meilleur marché alors qu'ils vont faire des kilomètres en avion. Notamment sur les œufs, sur la volaille. Vous voyez un peu ce qui peut se passer sur la viande de volaille, où on a des prix excessivement bas. Alors peut-être qu'après, il faut peut-être se poser la question sur la qualité. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, ce sont des produits qui sont référencés. Voilà, et qui arrivent, ce qui fait que ça rend les choses difficiles pour des producteurs. Vous avez notamment un port, à un moment donné, grâce à un certain nombre de coopératives, nous avions atteint à peu près 90% de produits fournis pour le pays. Par rapport à certaines difficultés, c'est descendu. Mais les agriculteurs se battent. Il y en a beaucoup qui en prennent des apprentis chez nous pour justement essayer de voir comment donner l'amour du métier, en garder quelques-uns. J'en connais un notamment sur Sainte-Rose, monsieur Félix Combe, qui fait donc des œufs bio et qui a pris des apprentis, il en a 2, et notamment il va en prendre un 3e qui est en situation de handicap. Donc vous avez un certain nombre d'agriculteurs qui jouent le jeu. Dans la banane également, il y a une forte demande. Il y a une forte demande de jeunes. Ce n'est pas évident effectivement à trouver, mais il y a une demande. Et du coup, est-ce que les agriculteurs arrivent à s'en sortir quand même, surtout en cette période difficile? Alors, c'est vrai que ce n'est pas simple, surtout dans cette situation. Maintenant, nous prenons le temps d'expliquer donc, à ces professionnels qu'ils ont la possibilité, par exemple, de prendre un apprenti à 2. C'est-à-dire qu'ils vont assumer le salaire de cet apprenti qui va varier en fonction de l'âge. Et c'est à ce moment-là beaucoup plus intéressant pour eux, parce que, en termes d'organisation du travail, ils peuvent, parce que peut-être qu'ils n'ont pas une exploitation suffisamment grande pour avoir de l'activité du lundi au samedi, mais à 2, ils peuvent faire un planning de travail et puis ils vont pouvoir supporter la charge salariale beaucoup plus facilement. D'accord. Alors, nous, on reçoit régulièrement, on a des informations de la DIEC. Ils ont mis en place 2 choses. Un jeune, un emploi et des aides pour les gens qui prennent des apprentis. Est-ce que c'est valable aussi pour les agriculteurs? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a des aides en fonction, donc effectivement, vous avez des particularités selon le niveau de diplôme, le jeune, et puis également, si vous avez un jeune en situation de handicap, la DIET a notamment des mesures qui permettent d'accompagner sur l'adaptation du poste. Donc, mais autrement, l'aide de base, on va dire, l'aide à l'apprentissage, est valable pour les agriculteurs. Donc nous prenons ce temps d'aller avec l'équipe pédagogique, un certain nombre de formateurs qui vont sur le terrain. Nous prenons le temps d'aller les voir, de leur expliquer comment ça marche, de leur expliquer les mesures, de les accompagner si besoin est, de façon à ce qu'ils puissent, lorsqu'ils ont pris l'apprenti, bénéficier de toutes les mesures qui existent. D'accord. Et comment ils peuvent faire faut qu'ils se rapprochent de vous? Comment ça fonctionne? Voilà. Alors ils peuvent se rapprocher de nous en appelant soit le standard du lycée 95 27 66. Oui. C'est un fixe. Oui. Voilà. Et à ce moment-là, ils seront redirigés sur le CFA et nous pourrons leur donner toutes les informations et surtout prendre rendez-vous. Soit ils viendront nous voir ou nous viendrons les voir. Autrement, ça ne me gêne pas de donner également mon portable. 06 90 50 45 70. De la même manière, pour pouvoir les recevoir, leur donner la documentation et surtout les accompagner pour pouvoir prendre un apprenti. Donc là, les recrutements, on va dire, pour l'année n'est pas encore fini. Non, alors voilà, la réforme qui s'est mise en place en 2019 a changé beaucoup de choses, et notamment une chose, avant, vous aviez jusqu'au 31 décembre pour pouvoir prendre un apprenti. Maintenant, on peut prendre un apprenti toute l'année. D'accord. Donc c'est le même système, vous pouvez prendre un apprenti ou bien l'apprenti peut commencer sa formation et trouver un patron après.
Alors, voilà, tout à fait. Mais bien sûr, nous l'accompagnons. Je commence à connaître maintenant, j'en sais les sautes de formation. Voilà. D'accord. Bon, merci pour toutes ces informations. Alors, prenez vos stylos et notez 05 90 95 27 66 ou bien 05 90 95 27 86. Donc, pour être en contact avec le centre de formation CFAA, il est où? Vous êtes situé où? Nous sommes situés à Convenance, à l'intérieur du lycée agricole. D'accord, c'est parfait. Et notre deuxième invité du jour, c'est Monsieur Laurent Robillard. Oui. Je prononce bien? C'est parfait. Alors, bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse pareil vous présenter. Allez-y. Alors, je suis l'heureux dirigeant du centre de formation LB Développement Outre-mer, qui fête son 18e anniversaire de présence en Guadeloupe, présent également en Martinique et sur les îles du Nord. Nos métiers sont en lien avec les besoins de l'entreprise, c'est-à-dire que nous sommes un centre de formation spécialisé en lien avec les besoins des entreprises, donc on a une partie formation continue, avec quelques nouveautés notamment qu'on met en place dernièrement à travers la mise en place du télétravail. C'est-à-dire que nous avons réussi à convaincre le créateur du site télétravail.fr de nous faire confiance, et il anime à distance des modules à destination des personnes qui sont aujourd'hui en situation de télétravail et qui n'ont pas été accompagnées. Le télétravail aujourd'hui, c'est parfois un confort, c'est aussi une difficulté, donc il faut pouvoir les accompagner. Et puis aussi un module à destination des managers, à savoir comment organiser le télétravail et l'activité de ses collaborateurs pendant cette période qui est une période intermédiaire, un peu compliquée pour tout le monde. Donc pareil, dans la déclinaison, on y a associé l'accueil physique et téléphonique en situation de Covid. Le rapport à l'autre, comment on le fait, les gestes barrières et tous ces aspects-là, ça rejoint ce que fait un peu Tony en matière de référent Covid. Et puis tout un tas d'autres dispositifs sur des formats courts pour accompagner aujourd'hui les entreprises qui sont en difficulté, notamment sur un sujet qui nous intéresse et ce pourquoi je suis là, à savoir la gestion du poste client. C'est un enjeu très fort. Raïssa en parlait aux États-Unis. On commence à y avoir des entreprises qui sont en situation de faillite. Des fois, on peut être en faillite pour une absence de chiffre d'affaires, mais on peut aussi être en faillite parce qu'on n'a pas encaissé tout ce qu'on aurait dû encaisser. Et cette difficulté qui était déjà exacerbée en Guadeloupe, elle se retrouve encore davantage accentuée par la situation du Covid. Et alors que tous, en tant qu'entrepreneurs, on fait preuve de bienveillance vis-à-vis de nos clients et fournisseurs, il y a une nécessité aujourd'hui d'honorer nos engagements. C'est-à-dire que si on veut que l'économie dure et perdure, il va falloir que les engagements qui ont été pris soient respectés et donc qu'on procède à l'encaissement des factures émises. Ça, c'est un élément essentiel. Et pour ce faire, alors soit aujourd'hui, comment se passe la partie recouvrement de créances, puisqu'on parle de recouvrement en l'occurrence, d'encaissement, dans les entreprises, vous avez soit un comptable qui n'est pas toujours formé pour faire la partie relance, puisqu'il n'a pas été formé pour ça, il a plutôt été formé pour accompagner la gestion de l'entreprise. Donc c'est une vraie compétence que d'appeler quelqu'un pour lui demander de l'argent, même si cet argent est dû. Donc ce qui se passe parfois, alors n'y voyez pas de maladresse, amis comptables, mais souvent les comptables ont tendance à appeler les gens qui payent, alors qu'il faut plutôt appeler les gens qui ne payent pas. Donc cette compétence-là, nous, on est allé la chercher en métropole à travers des titres. Donc il y a une filière recouvrement qui existe aujourd'hui, qu'on s'est proposé de dispenser en Guadeloupe. Et ça fait maintenant 4 ans qu'on propose les formations liées à la gestion du poste client. Donc on a une formation d'agent de recouvrement. Là, on est plutôt sur du recouvrement B2C. Particulier à particulier, ça peut intéresser des opérateurs dans le domaine de l'eau, dans le domaine des télécoms, dans le domaine de l'énergie ou d'autres. On a ensuite un titre professionnel de chargé de recouvrement qui est en bac plus 2 sur une durée d'1 an qui va commencer en janvier 2021. Pour lesquels nous avons des postes à pourvoir et nous avons déjà des entreprises d'accueil. Nous avons ensuite une licence d'analyste crédit et à l'horizon septembre 2021, et nous sommes particulièrement fiers de l'annoncer, on a un master de finance qui arrive en Guadeloupe en partenariat avec l'IGR de Rennes et la FDCC qui est l'organisme à qui appartient le titre. Là, on a une quarantaine de postes à pourvoir en ce moment sur le titre d'agent de recouvrement. Donc, si je peux passer un appel à l'ensemble de vos auditeurs, allez-y. Voilà, nous avons besoin aujourd'hui d'agents de recouvrement qui vont être formés et qui vont être diplômés sur un parcours qui est totalement innovant, puisqu'on a négocié avec le détenteur du titre la possibilité
délivrer un niveau bac en 4 mois et demi. Donc ça, c'est totalement innovant. Et les prochaines sessions de formation commencent au cours des prochaines semaines. Donc, vous allez me dire, c'est chargé de recouvrement, en fait, c'est un métier qu'on ne connaît pas. Mais d'un autre côté, si vous avez des enfants, il y a peu d'enfants qui disent quand je serai grand, je voudrais être chargé de recouvrement ou agent de recouvrement. Oui. Ça fait partie des métiers qui n'ont pas bonne presse, néanmoins qui sont des métiers en tension. C'est-à-dire que dans les entreprises, il y a besoin de cette expertise, il y a besoin de cette compétence aujourd'hui pour sécuriser le poste client. Là, de toute façon, dans les formations que vous proposez, parce qu'avec la crise, je suppose que les gens seront formés pour ne pas que les gens fassent non plus des dépressions une fois que vous allez arriver chez eux, quand même. Alors, quand on parle de recouvrement, on parle bien de bienveillance. C'est-à-dire que d'abord, on défend les intérêts. Il y a toujours des solutions à l'amiable, en fait. En fait, la solution. Alors, soyons bien d'accord, on n'est pas dans une démarche associative en essayant de trouver des solutions pour les débiteurs qui ne peuvent pas payer, mais au même titre que au cours de la vie d'un client, un client peut rencontrer des difficultés. Comme avec le fisc, on peut s'arranger. Alors on peut trouver des solutions. On peut négocier. C'est pour ça que dans les compétences qu'on va rechercher chez les agents de recouvrement, on va avoir cette capacité de négociation. C'est pour ça que cette compétence en matière de recouvrement, de négociation, elle est aussi transférable dans d'autres métiers. Souvent, on peut avoir d'anciens commerciaux qui viennent se former, se professionnaliser sur la partie. C'est complémentaire en plus. Alors, c'est totalement complémentaire parce que vous avez dans certaines entreprises des commerciaux qui veulent vendre et qui sont parfois prêts à vendre à n'importe quel prix et qui vont se retrouver un moment pour les clients à qui ils ont vendu la prestation en situation de difficulté parce qu'en situation de recouvrement. Voilà, donc, il y a tout un tas de mesures aujourd'hui qu'il est nécessaire de mettre en place. On parle bien de prévention. Oui. C'est-à-dire qu'il est nécessaire aujourd'hui de sécuriser son poste client. Et vous avez la possibilité pour les entreprises à le faire via un alternant, via un stagiaire de la formation professionnelle, puisque nous avons signé un partenariat avec Pôle emploi qui nous permet d'aller former quelques dizaines d'agents de recouvrement sur les prochaines semaines. D'accord. Vous parliez de personnes en situation de handicap. Alors, évidemment, on est sur des métiers qui sont des métiers accessibles. Alors, que faut-il pour être un bon agent de recouvrement ? Déjà, ce qui est mieux, il faut avoir un téléphone. C'est mieux d'avoir un téléphone, donc capacité à échanger avec le débiteur, et puis à écouter, à argumenter, à maîtriser l'outil technique que sont les outils bureautiques, et puis aussi un peu de développement personnel. Donc, ce sont des métiers qui sont accessibles à tout niveau de formation. C'est ce qui est intéressant dans cette filière et c'est également un élément essentiel, c'est-à-dire que ça offre la possibilité de créer une filière d'excellence sur la zone Caraïbes. On parlait de développement tout à l'heure, mais il y a des sociétés de recouvrement qui aujourd'hui peuvent être intéressées par des compétences qui sont aux Antilles et qui pourraient très bien relancer des débiteurs qui sont en métropole, pourquoi pas, avec le décalage horaire. Et on est sur le territoire français, donc on a tout à fait la possibilité de... Et donc sur les personnes en situation de handicap, nous sommes là dans le cadre de la première journée de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et vendredi matin, nous lançons en partenariat avec les équipes de Pôle emploi et Priscilla Logis, qui est la référente handicap, une session spécifique d'agents de recouvrement à destination des personnes en situation de handicap. Donc il y a 15 postes qui ont été pourvus et le lancement a lieu vendredi matin à 9h30. Donc ils peuvent vous contacter à quel numéro ? Alors je vous invite à soit contacter le 05 90 810 325 et vous demander Shaina, qui est vraiment d'une grande bienveillance et qui vous écoutera avec beaucoup d'attention et qui vous traitera votre candidature. Sinon je vous invite à aller sur le site lboutremer.com sur la partie alternance et là vous allez avoir tous les éléments. De toute façon, comme d'habitude, on vous mettra tout ça sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi une masterclass qui va bientôt commencer ? Alors oui, c'est un sujet qui se voulait joyeux la semaine dernière. Malheureusement qu'il est un peu moins, on verra à travers l'émission, enfin à travers la fin de l'émission. Mais nous avons été choisis par le Cinestar comme centre de formation qui allait porter une initiative qui est portée par Jean-Claude Barny. Jean-Claude Barny qui est le fameux réalisateur que tout le monde connaît, Deng Marron, évidemment le Gang des Antillais, et qui est sur un gros projet sur Fanon actuellement, qui est venu il y a
il y a 6 semaines pour le festival Cinestar Caraïbes, qui a eu envie de rendre à la Guadeloupe ce que la Guadeloupe lui avait apporté, et donc il s'inscrit sur un projet pluriannuel, donc de 6 ans. Et chaque année, il donne un rendez-vous aux Guadeloupéens. En l'occurrence, il y a l'acte 1, qui est un travail sur la réalisation pour professionnaliser les acteurs caribéens. Et donc la formation qui était prévue normalement la semaine prochaine, compte tenu des événements que vous connaissez, ça a été reporté. Et donc, première semaine de février, nous avons la chance d'accueillir Jean-Claude, qui va venir faire une masterclass de 40 heures à la destination des réalisateurs caribéens. Alors comment ça se passe? Alors déjà le Cinestar, je précise, c'est les nouvelles chaînes de cinéma là, donc il y en a un aux Abîmes. Mais Oui. comment ça se passe si les gens veulent participer maintenant du coup? De la même façon, vous allez sur le site lboutremer.com, vous allez vous tapez Jean-Claude Barny, et puis vous allez avoir le lien pour l'inscription. Et puis aussitôt qu'on a reçu votre inscription, on vous envoie le dossier justement à compléter. Et puis après, il y a le processus de sélection. On est sur un parcours qui va accompagner 10 personnes, pas au-delà. Voilà. Jean-Claude a été très précis là-dessus. L'objectif, c'est pas de remplir des salles avec 50 intervenants. Bien formés. Voilà, bien formés et d'inscrire les gens dans une filière. Il y a des opportunités. On est en partenariat sur cette opération avec Casting Hors du Temps aussi, de la fameuse série Meurtre au Paradis, qui souvent est contactée par des productions européennes, américaines, et qui malheureusement ne trouve pas en face les candidats suffisants pour aller un peu au-delà. Donc, Il y a pas assez nos comédiens sont pas assez bien formés. Mériterait d'être professionnalisés. D'accord. C'est Mais mieux, c'est vrai ça. qu'en général, ils partent, enfin ceux qui veulent vraiment avoir Absolument. une carrière, ils partent pour exercer en dehors de la Guadeloupe. Donc c'est vrai que si on pouvait les former ici, ce serait vraiment une très bonne chose. C'est l'objectif de la venue et de la tenue de cette masterclass au mois de février. D'accord. Bon, alors effectivement, c'est vrai que ça aurait été mieux si ça a commencé, enfin si ça avait commencé. La semaine prochaine, vous aviez déjà tout prévu en plus au travailler dessus. Oui, on était prêts. Voilà, ça avait lieu, ça a lieu et ça aura lieu au Cinestar. C'est l'objectif, avec des projections, avec des analyses de textes, de films, de travail d'écriture, l'accompagnement de certains porteurs de projets, puisqu'il y a déjà des personnes qui s'étaient inscrites avec des vrais projets. On a même des participants de Martinique qui étaient prévus. Venus, ouais. Et voilà, malheureusement... Il reste encore de la place pour ceux qui veulent déjà s'inscrire avant le mois de février, comme il y a déjà des gens qui ont pris, ce qui est normal. Dépêchez-vous, voilà. Et puis de toute façon, on trouvera. Si on a suffisamment de candidats, enfin, la volonté de Jean-Claude est vraiment de donner, d'accompagner. S'il faut monter 2 sessions, on montera 2 sessions. D'accord. Bon, en tout cas, merci pour ce projet. Est-ce que vous faites d'autres choses dans votre centre auxquelles vous aurez... Alors vous l'avez vu tout à l'heure, on a également un centre d'appel. Oui. Voilà, donc nous on est spécialisé en appel sortant. Ça peut, dans un premier temps, accompagner, alors soit faire de la qualification de fichiers, soit faire des prises de rendez-vous, soit de la télévente, ou alors du recouvrement en marque blanche, parce que c'est un élément essentiel. Il est urgent pour les entreprises de faire entrer de l'argent. Oui. Voilà. Et c'est maintenant que ça se fait, c'est-à-dire qu'à la rentrée, ce sera, c'est pas que ce sera trop tard, mais quand on aura commencé à attaquer le PGE, quand les échéances vont arriver, que les bailleurs vont commencer à réclamer leurs sous, le danger, c'est que plus personne ne paye personne. Et donc, on est dans une situation de tension. Il est nécessaire aujourd'hui de mettre en place des choses pour en tout cas faire un état des lieux. Se poser la question au mois de février, au mois de mars, à savoir qui va me payer ou qui va pas me payer, c'est pas ça. Et puis la vocation d'une entreprise, c'est pas devenir banquier pour son client. Ah oui, non, ça, oui, moi je le dis, le but c'est de faire de l'argent, non, ça c'est vrai que c'est sûr, parce qu'une entreprise, ça sert à pouvoir gagner sa vie. Est-ce que avec la crise actuelle, vous voyez d'autres formations qu'il faudrait mettre en place pour faire avancer notre département, des choses qui manquent? Par exemple, il faudrait former des jeunes. Alors des jeunes, oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment sur la commande publique. Là, c'est un parcours qu'on est en train d'initier parce qu'il manque d'acheteurs publics dans les collectivités. Donc, ça, c'est un parcours qui est à proposer. Et puis, il y a tout un tas de nouveaux métiers auxquels il faut se préparer. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a 50% des métiers qui vont disparaître. Donc, ça veut dire
C'est-à-dire qu'il y en a 50% qui vont évidemment se créer. On parle beaucoup de nouvelles technologies, on parle beaucoup de digital, mais est-ce que c'est un sujet d'actualité ? Oui, évidemment, mais pas que. Donc il faut aujourd'hui être très, très à l'écoute des métiers de demain. On est sur les métiers du commerce qu'il faut continuer de promouvoir, qui n'ont pas toujours bonne presse, malheureusement. Donc il faut valoriser le rôle du commercial ou le rôle du conseiller. Et puis tout un tas d'autres dispositifs. Mais on y réfléchit encore et encore. D'accord, merci en tout cas pour être venu parler avec nous de ce format en Guadeloupe. Est-ce que ça serait la solution de la relance ? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Nous attendons les appels. Alors allez-y, redonnez le numéro. Donc pour le CFA, 05 90 95 27 66, 05 90 95 27 86 et 06 90 50 45 70. D'accord. www.lboutremer.com et puis en clôture d'abord pour vous remercier pour votre invitation et puis pour préciser que ce n'est pas l'entreprise qui paie les salaires, ce sont les clients et que c'est super important que les clients respectent leurs engagements. Oui, en plus c'est que tout le monde puisse forcément, il faut bien, ça sert à ça, c'est l'économie, c'est comme ça. Oui. Et il faut bien payer, même si moi j'ai des difficultés, on a tous des difficultés, c'est difficile pour nous tous, mais c'est vrai que pour que l'économie ne s'effondre pas, on peut après trouver des arrangements, des facilitations, enfin voilà. Pour régler tout ça. Alors, on ne pouvait pas, bien évidemment, finir cette émission sans rendre un hommage à l'acteur JJ Apali, justement. Donc, il est né de père ivoirien et d'une mère guadeloupéenne. JJ Apali, il a grandi avec la triple culture métropolitaine, même si maintenant on ne dit plus ce mot, ça a d'ailleurs été supprimé au niveau des textes de loi. Donc, ivoirienne et antillaise. Après des études de commerce international, il se lance dans le métier de comédien. Il fait un court passage au concours Florent en 2001, puis il suit une formation au studio Pygalion et à l'école française de doublage et de voix off avec Gérard Cadet. À cette époque, il participe à différents longs métrages, Touriste au Yes, de Jean-Pierre Mocky, Eux seuls de Lionel Abbayon-Kaplan et 35 Roms, je pense que ce film-là, les gens le connaissent pas mal, de Claire Denis. En 2004, il va jouer au théâtre dans Noir dans la lumière, Quand la lumière est éteinte, qui a été mis en scène par Christiane Jouet, et il apparaît dans plusieurs courts-métrages, dont Terre d'asile, qui lui vaut le prix du jury du jeune espoir masculin au festival Jean Carmet de Moulins, et c'est lui qui joue le rôle de Jimmy Larivière, l'acteur principal dans le film justement de Jean-Claude Barny, Le Gang des Antillais. Merci de nous avoir suivis. On reviendra plus amplement sur son parcours dans une autre émission et on vous laisse à la semaine prochaine et on vous laisse avec l'œuvre Le Gang des Antillais. Au revoir à tous. Mon Dieu, comme vous êtes français! Cette mesure va permettre d'accompagner vers la métropole les habitants de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. La France nous a fait croire qu'il y avait de la place pour nous. Mon père était un vieux nègre en colère. On va dormir où ce soir? T'inquiète pas, papa s'en occupe. Il me disait, si tu trouves pas ta place dans la société, tu la trouveras pas dans ta propre famille. On ne crie pas! On est juste venu chercher de quoi remplir nos poches trouées. On s'était fait une bonne dizaine de bureaux de poste. Je me sentais comme un smicard du hold-up. Plus besoin de mendier. Je voulais plus du petit doigt de l'État. Je voulais sa main tout entière. On est ensemble maintenant. C'est jusqu'au bout. Ça va mal finir. Arrête pendant qu'il est encore temps. Je sais d'où tu viens. Je voudrais pouvoir t'aider. Fais confiance aux Blancs, toi. Arrête, Jimmy. Il y a d'autres façons de gagner de l'argent. Pas ici. C'est à toi de régler ça. Tu as le choix. Tu vas finir en prison, Jimmy. Pourquoi t'as laissé faire ça?